présent une œuvre graphique et littéraire avec notre invitée Carole Reynaud-Paligot. Bonjour madame et merci d'être avec nous. Vous êtes historienne et chercheuse, co-auteure de cet ouvrage « Comment devient-on raciste ?» aux éditions Casterman. C'est un succès de librairie, un livre sous forme de bande dessinée signé Ismaël Méziane en collaboration donc avec vous, côté historien, et Evelyne Heyer, anthropologue généticienne. Alors justement, vous avez chacun votre spécialité dans votre domaine et c'est ce qui rend ce livre totalement singulier. C'est d'ailleurs un succès de librairie. Il n'est pas tout à fait récent, mais on en reparle parce que justement, il est encore utilisé un petit peu partout pour expliquer ce que c'est que le racisme, justement pour mieux comprendre le mécanique de la haine. Quelle est cette mécanique ? Alors, on peut dire qu'il y a trois étapes qui nous conduisent un peu parfois malgré nous vers des sentiments ou même des actes racistes. La première étape, c'est la catégorisation, c'est-à-dire on découvre un individu, on a tendance tout de suite à le ranger dans un groupe, dans une case, et à le réduire à une vision stéréotypée de ce groupe qu'on imagine. Et c'est là que commence à poser problème, puisque cette catégorisation, elle consiste à attribuer des caractéristiques, alors physiques, mais aussi intellectuelles, morales, psychologiques, à ce groupe qu'on imagine. Voilà, donc ça réduit totalement l'identité très diverse qu'on a tous. Et ça passe par des stéréotypes qui sont parfois extrêmement dangereux. Alors justement, ces stéréotypes, Ismaël Méziane, donc l'auteur de cette bande dessinée, en souffre, se met en scène même carrément dans l'album. Lui, le musulman, qui est donc réduit effectivement à cette idée reçue, cette assignation à identité dont il souffre et dont il a souffert notamment au moment des attentats de Paris en 2020, où finalement, comme si tout musulman était responsable de ce qui se passait. Oui, en 2015. Donc voilà, il a vécu lui-même cette assignation identitaire, c'est-à-dire parce qu'il avait des origines issues de sa famille algérienne. Il a tout de suite été catégorisé musulman islamiste, intégriste, etc. Et ça l'a entraîné dans une profonde souffrance. Et à partir de cet exemple particulier, la bande dessinée donc fait réfléchir à ce mécanisme assez large qui peut reposer sur des critères religieux, sur des critères d'origine, mais aussi de richesse, de pauvreté, de bons élèves, de mauvais élèves. Vous voyez, cette catégorisation, on se souvient aussi justement pendant la période Covid où il y avait ce racisme anti-asiatique. On voyait énormément d'Asiatiques brandir des panneaux comme s'ils devaient se justifier. Non, je ne suis pas un virus. Tout à fait. On a des exemples donc très fréquents dans l'actualité parce que les contextes, c'est pour ça qu'il faut replacer cette histoire dans son contexte. C'est l'environnement social qui fait circuler des stéréotypes et qui, selon le contexte politique, géopolitique, avive des tensions, des représentations qu'on mobilise facilement. Et on produit ainsi des explications très simplificatrices, mais voilà, qui sont très tentantes quand on se sent un peu bousculé. On parle de racisme, donc de préjugés de race, mais il y a aussi le racisme sur une même population autochtone. Et là, vous évoquez notamment plusieurs États d'Afrique centrale, par rapport aux Pygmées, par exemple, ou le génocide rwandais entre les Tutsis et les Hutus. Enfin, vous revenez également. C'est pas forcément une histoire de couleur de peau, par exemple, ou de religion. Ça peut être au sein d'un même peuple. Tout à fait, parce que les critères de catégorisation, ils peuvent varier considérablement. Et c'est pas la différence qui nous entraîne de ce côté-là, c'est la volonté de se différencier qui va imaginer des différences ou en mettre en avant certaines qui ne posaient pas problème auparavant. C'est pour ça que c'est le contexte qu'il faut bien prendre en compte. Si au Rwanda, ça s'est joué donc entre deux parties de la population, il faut rappeler le contexte colonial où sur les cartes d'identité, les colons avaient obligé les personnes à s'identifier à un groupe Hutu ou Tutsi, où on avait figé ces identités, où on les avait catégorisées en valorisant plus les Tutsis par rapport aux Hutus. Donc le contexte colonial, là, dans les années 90, il était encore très, très vivant.
Et on ajoute un contexte nationaliste, un parti politique radical, extrémiste, Hutu, qui joue la carte de la revanche. Les Tutsis nous ont été l'allié des colons, ils nous ont brimés. Oui, il y a tout plusieurs l'amalgame années. historique, colonial qui est fait en plus de l'aspect nationaliste local, on va dire. Voilà. Dernière question, est-ce que le fait de comprendre cette mécanique, et ce livre aide justement à comprendre cette mécanique, c'est la seule façon justement de surmonter ce sentiment comment dirais-je, je trouve plus le mot, de se sentir finalement toujours victime, de victimisation, voilà, j'ai trouvé le mot. Alors, ce n'est pas le seul, mais ça nous paraît important. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a souvent mis en avant une approche morale. Ce n'est pas bien de s'engager sur ces voies-là. Donc cette dimension morale, il faut la garder, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut aider chacun à comprendre pourquoi à un moment donné, je suis tenté face à cet individu de le ranger, de l'inférioriser, de le fixer, de l'essentialiser. La troisième étape, qui consiste à figer les attributs qu'on donne à cet individu. Voilà, si on n'aide pas les individus à décrypter ces mécanismes, à les comprendre, on ne peut pas leur demander de lutter contre. Donc toute la démarche, elle est avant tout éducative. C'est pour ça que cette BD a du succès aussi. C'est parce que les milieux associatifs s'en servent beaucoup. Merci beaucoup Carole Reynaud-Paligo d'avoir été avec nous donc pour Comment devient-on raciste aux éditions Casterman. C'est ainsi que se referme ce journal à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche.